Ravi de vous retrouver dans ce Tout Info. Au menu, évidemment, la vaccination. On ne va pas dire que ça passe la seconde en France. Disons qu'on est toujours, pas très fort, mais on nous parle peut-être d'1 millier de vaccinés. Regardez, les soignants de plus de 50 ans qui n'ont pas attendu le feu vert, mais qui commencent déjà à se vacciner dans des box ici à l'Hôtel-Dieu, en plein centre de Paris, devant Notre-Dame. Et tous ces soignants qui arrivent les uns après les autres pour le dire, moi je veux me faire vacciner. Nous commençons par quoi ce soir? Par vous présenter nos invités avec Marion Pariset. Bonsoir, vous êtes secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Merci d'être avec nous. Farida Adlani, vous êtes vice-présidente MODEM de la région Île-de-France, chargée de la santé. J'imagine que vous avez regardé ces images de l'Hôtel-Dieu avec un œil intéressé. Bon, ça pourrait peut-être commencer à décoller dans l'Hexagone, on ne sait pas. Aymeric Caron, journaliste et écrivain. On commence par la rêve partie en Ille-et-Vilaine. Regardez ces camions qui sortent de ce hangar de Lieurons au sud de Rennes. Et la police, la gendarmerie qui n'arrête pas depuis hier soir de nous dire si, on a tout fait pour arrêter la fête. Ce soir d'ailleurs, on apprend qu'il y a eu 1646 verbalisations, qu'on a saisi une somme d'argent, des produits stupéfiants, 16 enceintes de mur du son, 5 platines, une table de mixage, une platine lumière, 2 groupes électrogènes, une rampe d'éclairage. Et vous voyez le tweet du ministre de l'Intérieur qui sort ses muscles également. On écoute le commandant de la zone de la gendarmerie Bretagne qui lui dit, bah oui, vendredi on n'est pas assez, on n'était pas assez, on a dû reculer. On a eu une forte concentration de véhicules sur le site, avec un nombre forcément restreint au regard de ce que je vous ai décrit de forces de l'ordre, de gendarmes, et que la situation a très vite dégénéré. Je rappelle que j'ai eu 3 gendarmes blessés. Et que là, un choix a été fait, qui a été fait par moi-même, de désengager, au risque de faire dégénérer la situation plus que de mesure, de désengager les forces pour pouvoir passer sur une phase de blocage. Farida Adlani, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Ce soir, le gouvernement qui dit si, on a tout arrêté, c'est bon, on fait des interpellations et tout. Et puis les gendarmes qui disent ben oui, mais on n'était pas assez nombreux au début, on n'a pas osé y aller. Moi, d'après les informations que j'ai, effectivement, d'abord c'est un scandale, c'est un scandale parce que là, il y a vraiment des risques. Et là, on est dans un cluster avec 1200 jeunes qui se sont installés dans un hangar désaffecté plusieurs jours. Donc, depuis jeudi, ils sont installés. Ils sont installés en sachant que la gendarmerie était au courant et on les a laissés. Alors, apparemment, d'après ce que dit le commandant, il n'a pas voulu que ça dégénère, sauf que, au final, c'est que on a ces 1200 jeunes qui sont restés, donc un cluster géant, avec une incitation, on leur demande de s'isoler, une installation aussi de tests sur site. Donc ça veut dire qu'il y a aussi peut-être un côté permissif pour pendant ces 3 jours. Il y a un dysfonctionnement de l'État. Regardez ce que dit Marine Le Pen. Elle a tweeté immédiatement en parlant d'un effondrement de l'État dépassé sur la campagne de vaccination, dépassé sur les émeutes urbaines, le 31, dépassé par une simple rêve partie. Le gouvernement n'a plus aucun contrôle de ce qui se passe en France. Pareil, Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national, écoutez-le. On en arrive à un moment donné à se dire, mais il suffit qu'un groupe présente un risque, puisque c'est ce qu'on nous dit, on n'est pas intervenu parce qu'il y avait un risque. Il suffit qu'un groupe présente un risque pour que force ne reste plus à la loi. Non mais franchement, c'est très angoissant tout ça, parce qu'on a fait passer un message qui consiste à dire que dès l'instant où le rapport de force entre les délinquants et la police ne serait pas égalitaire, c'est permis, c'est possible. Alors, dysfonctionnement de l'État ou pas, Aymeric Caron? Ce que dit Gilbert Collard n'a aucun sens. Dysfonctionnement de l'État parce que lorsque des policiers, c'est ce qu'il dit, seraient en sous-nombre et qu'ils considéraient que leur intervention comporte un certain nombre de risques pour eux-mêmes ou pour la manière dont cette opération se déroulerait à l'égard des contrevenants. C'est ce que dit le général de gendarmerie. Il dit que c'était trop dangereux. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça que c'est pas parce que... Oui, mais il est normal, lui, il explique simplement ce qui s'est passé, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu disperser ce rassemblement tout de suite. On a eu l'occasion d'en parler hier soir.
sur la nature même du rassemblement, évidemment, on est assez unanimes pour dire que c'est irresponsable. Bon, voilà. Mais ensuite, dans la gestion, il me semble que les choses sont assez claires, assez limpides. On nous explique en effet que ces jeunes arrivent, que quelques policiers, 3 en l'occurrence, essaient de les stopper, qui sont trop peu nombreux, qu'il y a effectivement des violences qui sont commises, et ils décident, donc sur ordre des supérieurs, bien évidemment, j'imagine, après en avoir discuté, de rebrousser chemin. Et la nuit, en effet, quel genre d'intervention aurait permis d'arrêter ce rassemblement, à part une opération qui aurait sans doute mal tourné? Il faut quand même considérer qu'on ne peut pas intervenir dans n'importe quelle condition. Qu'est-ce que Gilbert Collat ou Marine Le Pen auraient souhaité? Qu'ils rentrent dans le tas, comme on a pu le voir à d'autres occasions ces dernières années? Je vous rappelle que dans d'autres circonstances... Ils ont réussi à l'arrêter aujourd'hui. Ils l'ont arrêté aujourd'hui. On a coupé la musique. C'est-à-dire que le mal était fait. Une fois qu'ils étaient rassemblés, réunis, bien évidemment, plus longtemps ils restent sur place, plus le virus a de chances de se propager. Ils ont envoyé des renforts depuis. Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il est assez difficile d'imaginer une intervention à minuit, 1h du matin, avec les renforts qui ont eu le temps d'arriver, dans des conditions correctes, dans des conditions qui garantissent la sécurité des forces de l'ordre et des manifestants aussi, parce que, enfin, des manifestants, lapsus, non mais c'est un lapsus, parce que justement, on n'est pas dans une manif, on est dans une chose. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore le souvenir qui est très présent. Le ministère de l'Intérieur traite les rêveurs de délinquants. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai fait moi-même ce lapsus, parce qu'on nous les présente comme ça, en disant, voilà, c'est des dangereux criminels. Il faut quand même relativiser les choses. Je vous rappelle quand même, vous savez, cette histoire à Nantes qui a quand même traumatisé beaucoup de monde. Steve. La charge sur les quais de la Loire. La charge sur les quais de la Loire, c'est la fête de la musique en 2019. Une fête qu'on veut arrêter aussi au milieu de la nuit. Et ensuite, l'inspection générale de l'administration a reconnu que la manière dont l'intervention policière avait été menée n'était pas adéquate. Et le commissaire qui était en charge de cette opération a été muté. Il y avait la Loire et il n'y avait même pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. Beaucoup de fêtards sont tombés et malheureusement, l'un d'entre eux est décédé. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au préfet d'avoir voulu éviter un drame. Et il me semble qu'aujourd'hui, la situation est gérée comme elle doit l'être. Et je suis content de voir, peut-être... Mais avec retard ou pas, Marie? Oui, je termine juste sur un point, c'est que c'est intéressant aussi l'importance du préfet. On voit aussi... On va l'écouter, si ça avait été le préfet l'allemand, je ne suis pas sûr que les choses se soient passées de la même manière. Marion Pariset. Je suis d'accord sur le fait qu'on puisse mettre en avant la bonne décision qui est de ne pas foncer dans le tas quand on n'a finalement pas de conditions aptes pour intervenir, notamment en cas de sous-effectif. Je pense que personne ne se pose de questions là-dessus. Par contre, tout le monde est dans l'interrogation. Pardonnez-moi, oui, même si on est avec je suis tout à fait d'accord, mais s'il vous plaît, ça pose un problème. Mais là où ça pose question, c'est que personne n'a réussi à l'anticiper. Une réunion de 2500 personnes, sur les réseaux sociaux, ça se voit. On a des services quand même qui sont capables d'identifier ce type de mouvement. Comment cela se fait qu'on en soit arrivé à laisser ce mouvement s'installer? Et finalement, alors que aujourd'hui, c'est interdit, ce type de rassemblement. En fait, on va dire qu'il ne pouvait pas n'y avoir aucun signal. Il y a un problème de renseignement. Un problème de renseignement et d'action en amont dans ce cas-là. Pas tout à fait, si je me permets. Si derrière tout ça, il faut exactement réussir à mettre en œuvre une stratégie qui est de réussir à régler une action qui doit conjuguer le maintien de l'ordre et la gestion des foules. Ce n'est jamais une affaire évidente. Sur cette question du renseignement, lorsqu'on entend les forces de l'ordre, qui étaient chargées justement de prévenir ce rassemblement, ces forces de l'ordre étaient informées qu'il y avait un rassemblement en préparation, apparemment. Il y avait plusieurs lieux qui étaient potentiellement utilisables pour cette fête, et ils surveillaient ces différents lieux. Et la version qui nous est donnée, c'est que ceux qui ont installé le matériel sont passés par une route sur un lieu sur lequel... Parce qu'on ne peut pas mettre... À un moment, il faut quand même... Je trouve que le débat qui est en train de naître en France sur cette histoire, là, pour le coup, est purement politicien. Non mais attendez, à tous les 20 heures d'hier soir, la France a vu quoi? A vu des jeunes faire la teuf et brûler une voiture de gendarmes, alors qu'eux, pour le réveillon, c'était 20 heures couvre-feu. Mais voilà le problème. On a eu l'occasion d'en parler hier, je crois qu'on a tous dit qu'on était choqués, mais une fois qu'on a dit qu'on était choqués, que ces jeunes manquaient de sens des responsabilités et qu'ils vont être sanctionnés, pardon, je veux juste terminer là-dessus, Damien, je vous repasse la parole tout de suite, en faire une affaire d'État, comme certains veulent le faire aujourd'hui en disant c'est la démission de... Le Rassemblement national, évidemment. Mais bien sûr, qui se présente. Et je le dis d'autant plus que vous savez bien, je ne suis pas un défenseur particulier de ce gouvernement. Je vais vous faire écouter la porte-parole du ministère de l'Intérieur, parce que quand on lui demande la question, mais enfin, est-ce qu'on a des services en France? Est-ce qu'on a du renseignement? Écoutez sa réponse.
les services de renseignement territorial travaillent sur ce type d'événements, sur les réseaux sociaux aussi, sur lesquels on travaille. Mais de plus en plus, ces mouvements travaillent sur les réseaux sociaux, mais dans des groupes privés qu'il faut infiltrer. Et les groupes sont extrêmement mouvants, donc c'est quelque chose de complexe. C'est pas des réseaux sociaux publics où il suffit d'aller faire une veille et voir ce qui s'y passe. C'est un petit peu plus complexe et c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais on peut toujours s'améliorer en matière de renseignement. Voilà. En gros, elle dit c'est compliqué d'aller sur les réseaux pour voir où est-ce qu'il y a des rêves. Ça vous suffit comme... Moi, bien sûr que non, absolument pas. Et je pense qu'il faut qu'on se pose la question d'anticiper ce genre de mesures. Moi, j'ai entendu des jeunes avec une responsabilité telle que de se dire je risque de contaminer mes proches, de contaminer ma famille, donc ont été responsables et qui se sont astreints à rester chez eux. Là, on a 1200 jeunes. C'est pas tant les 1200 jeunes, c'est aussi les organisateurs. C'est-à-dire que les organisateurs, à un moment donné, ils ont pris le risque délibérément de prendre ces 1200 jeunes en otage et puis de les mettre dans un hangar à faire prendre des risques à tout le monde. Là, on est dans un cluster. Moi, ce qui me fait peur, c'est derrière... surtout à gagner de l'argent. La caisse a été récupérée en partie. Et puis avec des stupéfiants. Mais, pardonnez-moi, on en fait deux points. L'histoire de la surveillance. Je pense que nos services de renseignement aujourd'hui ont d'autres choses à faire. Ils surveillent ça, puisque je le disais à l'instant, ils étaient sur le qui-vive, simplement, effectivement, leur dispositif n'a pas été à 100% efficace, mais ils étaient quand même mobilisés sur cette question des rave-parties. Mais je pense que nos services de renseignement aujourd'hui ont des sujets plus importants qu'une rave-party. Je le rappelle, combien 2000 personnes, c'est quoi les chiffres exacts? Nous, on était à 2500. 2500, hier, voilà. On était à 2500 hier. Depuis. Bon, moins depuis. Donc, entre 1500 et 2500 personnes sur 67 millions. Non, mais tolérance zéro, c'est tolérance zéro. Oui, tolérance zéro. Tolérance zéro, c'est on accepte pas. On ne se méprenne pas sur mon discours. Toutes ces personnes qui ont été attrapées ont été sanctionnées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut leur rappeler le sens des responsabilités. On est tous d'accord. Tous les organisateurs. Les organisateurs, bien sûr. Mais n'en faisons pas non plus une affaire qui ne soit pas proportionnée à ce que c'est réellement. Vous savez, en Espagne, il y a eu la même rêve au même moment. À côté de Barcelone, 3 000 € d'amende par rêveur et 600 000 € pour les organisateurs. Ça rigole nettement moins que nous. C'est un choix qui peut se discuter. Ce n'est pas compréhensible. C'est pas 135 €. Ce n'est pas compréhensible pour les Français qui sortent simplement en bas de chez eux pour aller acheter, faire des courses ou autre, et qui auraient oublié de prendre une attestation pendant le confinement, ou qui désormais le font hors des horaires. Ouais. Ils se retrouvent avec la même amende que des gens qui sont restés pendant plusieurs jours avec aussi des intentions de violence, parce que brûler une voiture de police ou de gendarmerie, ça n'est pas anodin, ce n'est pas une fête anodine. Sauf que quand on en vient si les 2500 personnes avaient des intentions de violence. C'est peut-être 3 personnes. Mais c'est ça, la question de la loi, de l'ordre public, elle est subtile. C'est pas 2000 personnes qui font le rassemblement qui ont brûlé une voiture. Vous dites c'est une goutte d'eau, mais enfin écoutez. Non, j'ai pas dit c'est une goutte d'eau. J'ai dit 2500 par rapport à 67 millions de Français. Écoutez les médecins. Bien sûr, il faut les imposer et les isoler, ces personnes-là. Ils sont inconscients, ils sont irresponsables. Ils l'ont dit déjà, on les a écoutés en disant on fait la fête, on se protège. Mais comment on peut se protéger? Moi, en tout cas, sur le plan sanitaire, je trouve que c'est une bombe à retardement. Si on ne fait rien, ça va encore occasionner des dégâts pour d'autres, c'est tout. Voilà, c'est un super cluster. Oui, comme il y en a eu, comme il y a eu des clusters aussi avec des gens qui ont bravé le confinement, le couvre-feu pour aller faire, par exemple, une prière devant ou dans des églises. Voilà. Et on a dit que c'était pas bien, mais on n'en a pas fait une affaire d'État. On n'est pas sur 2000 personnes avec une prière dans les églises. Il faudrait savoir, c'est une question de principe ou c'est une question de nombre? Mais c'est aussi une question de nombre. C'est-à-dire que jusqu'à 300 dans une église, ça va, mais 2000 dans un hangar, ça va. Il faut de toute façon que ça sanctionne. Dans un cas comme dans un autre, il y a non-responsabilité de ses devoirs en tant que citoyen. Il y a infraction, etc. Dans les deux cas, ça peut être dramatique. Rappelez-vous la prière évangélique à Mulhouse, où c'était pas interdit à l'époque. C'était juste avant le confinement. Il y avait eu un autre cas pendant le confinement. Ça a été dramatique. Bonsoir, docteur Claude Bronner. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France du Grand Est. On va parler avec vous dans un instant du confinement à 18h également. Mais quand vous voyez ça, 2500 jeunes, bon alors ça s'est terminé aujourd'hui. Est-ce que vous dites là aussi, attention, danger? Danger, bien sûr. Bien sûr qu'il faut complètement éviter ça. Après, si jamais il y a des contaminations, si on porte plainte contre les jeunes en question, ça pourrait faire comprendre à tout le monde que c'est une attitude complètement stupide. Je crois qu'il y a des solutions. On parle de cluster. Est-ce qu'il y a des cas positifs? S'il y en a et s'il y a des problèmes, il faut tout simplement faire des poursuites. Mais je vais vous faire écouter le préfet de Bretagne. Est-ce qu'il n'y a pas... Allez, comme je ne sais pas comment dire, un certain angélisme par rapport à la situation. Écoutez-le. Les raveurs
ont mis leur vie en danger, leur santé. Il faut maintenant qu'ils préservent celle de leur entourage. La Direction générale de l'ARS a rappelé les consignes sous forme de flyers qui ont été remis à ceux qui sortaient du site ce matin. Ces consignes sont simples. S'isoler pendant 7 jours, faire un test, se faire tester au bout de 7 jours. Ça sera la preuve d'une responsabilité retrouvée. Bon, alors moi j'ose la question, vu la clientèle de ces rêves, le nombre de stupéfiants retrouvés par la police, est-ce que vous pensez qu'un flyer ça va suffire, que les gens vont s'isoler 7 jours et vont faire le test? Il est probable que ça ne va pas suffire, en tout cas pas pour tous, mais en même temps, il va bien falloir voir s'il y a des contaminations et des problèmes qui viennent suite à ça. Je crois qu'on ne peut pas non plus mettre 67 millions de Français sous cloche. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont fait des petites fêtes de famille en prenant des risques malgré les précautions. Je pense que là, il faut surtout sévir s'il y a des problèmes pour faire comprendre à tout le monde que ces attitudes-là sont inacceptables. Bon, restez avec nous, on va parler dans un instant avec vous du couvre-feu avancé à 18h. Qu'est-ce que vous en pensez de ces flyers distribués Moi, je pense surtout qu'il faut vraiment les tracer, ces jeunes. C'est-à-dire que là, on a pris leur identité, puisqu'il y a des verbalisations qui ont été mises. Il faut les contacter et puis il faut faire en sorte qu'ils soient vraiment isolés. Parce qu'une incitation, c'est pas une incitation avec un flyer qu'on va expliquer à des jeunes que le risque, il est extrêmement important de contaminer, d'être lui contagieux d'un jeune et puis de contaminer leur famille. Là, il y a un vrai problème de responsabilité, mais un vrai problème aussi d'encadrement. Il faut absolument que l'ARS puisse contacter ces 1200 jeunes pour qu'il n'y ait pas... Parce que là, c'est une bombe à retardement et derrière, c'est un cluster géant qui est né pendant 3 jours. Alors, ils ne sont pas non plus complètement idiots, ces jeunes, quoi. Non, mais il y a parce qu'on n'entend que ceux qui disent... voilà. Écoutez-les, c'est ce que disait aussi Emmanuel Macron quand il disait c'est terrible d'avoir 20 ans en 2020 sous le Covid. Écoutez. Quand on a 20 ans, là, on est un peu conscient qu'on est en train de cramer un peu notre jeunesse dans cette histoire. Et je crois qu'il y a toujours cette espèce de forme de lutte contre la dépression aussi qui nous pend au nez quelque part. Quand pendant des années on nous a fait miroiter qu'à nos 20 ans on aurait enfin la liberté d'escompter et qu'on se retrouve à vivre ça, je pense qu'il y avait besoin de, je sais pas, peut-être de renouveler avec quelque chose d'un peu positif. Bon, vous comprenez ça aussi ? Bah, évidemment, c'est un aspect extrêmement important des choses. Quand quelqu'un commet une infraction, on essaie toujours de comprendre pourquoi. Et là, en l'occurrence, les jeunes, qu'est-ce qui morfle depuis 1 an ? Et plus de possibilités. Ils ont été privés de ce dont nous n'avons pas été privés, qui est essentiel dans la constitution d'un être humain, c'est-à-dire les rapports sociaux avec des gens de notre âge, des rencontres, une vie amoureuse aussi qui est complètement perturbée. Moi, je trouve que les jeunes en France, de manière globale, sont très compréhensifs et très dociles. Et que certains d'entre eux aient craqué, entre guillemets, à l'occasion de ce nouvel an, il ne s'agit pas de dire c'est formidable, mais on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête, bien évidemment. Et c'est vrai que dans les témoignages qu'on a entendus depuis hier... Non, mais parce qu'on n'arrête pas de les traiter de délinquants, mais oui, mais c'est là-dessus, Damien, que je vous disais qu'il y a une exagération complète dans l'analyse des choses. Ouais. Oui, c'est pas bien, mais effectivement... Marion Pariset. Ils payent quand même un lourd tribut. Pour revenir sur les propos du préfet, on ne peut pas lui en vouloir de mettre en place les mesures qui sont... De sortir son petit flyer devant les caméras. Qui sont données par le gouvernement et qui sont un peu la boîte à outils qu'on lui fournit. Il ne va pas inventer des solutions sorties du chapeau. Si on ne met pas les moyens derrière pour que qu'on soit en mesure d'effectivement isoler, tracer, isoler aussi, c'est une faute plus globale qui appartient au gouvernement. Et ça, je pense qu'on peut tous en convenir. Pour ce qui est du ressenti de ces jeunes, bien sûr que chacun a vécu le confinement et toutes les restrictions de 2020 avec une douleur quand même assez forte, parce qu'au-delà des questions des liens sociaux, pour beaucoup, c'est aussi la perte des revenus, etc., qui ont suivi. Mais il existe aussi d'autres façons de se rencontrer qu'à 2500 sur une rave. Il y en a aussi qui ont pu se rencontrer, bien sûr, à 10 personnes. C'est peut-être, comme vous dites, c'est aussi problématique parce que ça ne respecte pas la loi. Mais de manière statistique, de manière statistique, en se retrouvant à 2500, on augmente quand même
largement le risque de propagation. Mais je voulais quand même vous faire écouter si cette jeune fille qui disait avoir 20 ans en 2020, c'est pas simple. Après, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que moi, je le vois dans les universités, c'est vrai qu'ils sont sous cloche, c'est compliqué, il n'y a plus de vie sociale, il y a plus de vie du tout. Ils sont en distanciel, ils sont dans un état psychologique extrêmement désastreux. Et il y a avec une augmentation, il y a des chiffres, il y a des études, et une augmentation des psychotropes, une augmentation significative des médicaments, et on le voit avec des substances qui sont aujourd'hui, rien n'est fait, malheureusement, pour cette génération qui est en train d'être sacrifiée. Rien. Il y a des discours, mais rien. Et autre chose, je terminerai là-dessus, Damien, si vous le permettez, je veux juste rajouter un mot. On entend aussi de la part, c'est bien d'interroger les gens, pourquoi vous êtes allés, pourquoi vous avez pris ce risque, pourquoi vous l'avez fait prendre à d'autres. J'explique aussi, oui, pourquoi nous, on se priverait cette fête, alors qu'on voit des Parisiens qui s'entassent tous les jours, ou dans d'autres villes aussi, dans le métro, et ils sont aussi serrés que nous. Non, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. D'abord, c'est vrai que les transports en commun, les gens qui sont entassés dans des conditions, certes, ils ont le masque, mais comment, bref, ça pose un souci. Mais ça veut dire aussi que la pédagogie, une fois de plus, n'est pas faite correctement. On le disait, il faudrait que le gouvernement fasse une communication bien plus efficace, explique davantage. On va vous rétorquer que dans la rêve, personne n'avait de masque, on se touche, on machin, etc. Contrairement je suis d'accord avec vous. Transport en commun. Je suis d'accord avec vous que beaucoup s'en sont affranchis. Certains l'ont gardé, d'autres s'en sont affranchis. On avance. Le couvre-feu à 20h21, ça fait déjà 2h20 que regardez à gauche cette image de Nancy, à droite celle de Nice, que 15 départements, ça représente quand même plus de 6 millions de Français, sont sous couvre-feu. À Nice, on vous retrouve Alexandre Malessan avec Marine Truchot à vos côtés. Comment ça se passe autour de vous? Est-ce que globalement, il a été respecté, ce couvre-feu avancé? Bien écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, nous sommes sur la place Masséna, c'est une des plus grandes places de la ville de Nice et il n'y a vraiment personne. Alors là, sur ces images, on a vu un véhicule de police passer, mais sinon, nous sommes vraiment deux sur cette énorme place Masséna. Nous nous sommes baladés avec Marine Truchot à la caméra dans des endroits clés de Nice, le centre-ville, la promenade des Anglais, et on fait le même constat partout. Alors évidemment, on voit quelques livreurs de nourriture, on voit quelques personnes qui sont quand même dehors. Des transports en commun qui circulent encore, mais cela reste extrêmement rare. Alors nous, il nous semble quand même que, d'après ce qu'on a vu, le couvre-feu est plutôt très bien respecté, et ce, dès 18h. Dès 18h, il n'y avait plus grand monde dans les rues. D'ailleurs, on était à Nice cet après-midi, dans les rues, on a interrogé les passants, et très vite, en fait, même vers 17h, 17h30, ça s'est vidé très rapidement, et dans les endroits les plus peuplés de Nice, là où d'habitude, un samedi, à cette heure-ci, il y a beaucoup plus de monde. Pour l'instant, ce soir, le couvre-feu de 18h semble bien respecté ici à Nice. Merci Alexandre. C'est vrai qu'ils sont civiques les Français. On leur dit 18h, c'est 18h. Dès 17h30, on respecte le truc. Docteur Claude Bronner, toujours président de la Fédération des médecins de France du Grand Est. La question est de savoir, est-ce que ces 2 heures avancées du couvre-feu, pour vous, ça a une utilité? Franchement, je n'en sais rien. On va voir. On va voir tout simplement. Je n'en suis pas très convaincu parce que c'est vraiment une demi-mesure, mais alors si les gens se retrouvent dans des maisons ensemble à ne plus pouvoir sortir et qu'il y a quelqu'un de contaminé parmi eux, ça augmente le contact. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est une mesure qu'on démarre maintenant et il va falloir voir en pratique. Ce qui est sûr, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que c'est respecté. Tout simplement parce que c'est dans des régions où le Covid est particulièrement présent et donc les gens savent qu'il faut faire attention et ils le font. C'est ce qu'il faut retenir. Non mais je vous demande ça parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'élus du Grand Est qui disent quoi? Qui disent c'est ridicule cette affaire-là. Allons plutôt vers un reconfinement ciblé ou prenons même des mesures plus dures. Écoutez le coup de gueule de François Grosdidier qui est le maire Les Républicains de Metz. Allô, allô. Bon, apparemment, on va l'écouter un peu plus tard. François Grosdidier, en tout cas, il vitupérait en disant, le voilà, on l'écoute. J'ai jamais été autant pris pour un benet. C'est pas ce couvre-feu de 18h à 20h qui sert à quelque chose pour la raison que je vous ai dite. À ce moment-là, c'est un vrai confinement, comme on en a pratiqué. Oui, le couvre-feu de 18h à 20h en Moselle ne sert à rien. Nous ne sommes pas en Guyane.
Est-ce que vous savez, depuis Paris, faire la différence entre la Guyane et la Moselle? En Moselle, je vais vous expliquer que de 18h à 20h30, on a essentiellement les déplacements pendulaires, essentiellement des visites dans des commerces avec des masques et en respectant les consignes. Bon, il y va, François Grosdidier. Réaction sur tout ça? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que c'est vrai que la Guyane, on avait mis le couvre-feu, il me semble d'ailleurs que c'était à 17h et non à 18h, et que ça avait prouvé son efficacité. Mettre le couvre-feu, c'est peut-être le moindre mal. Là où je me pose la question et les difficultés, c'est aussi pour les commerçants. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un couvre-feu à 18h. On verra sur le long terme. On a vu que le couvre-feu a été efficace en France puisqu'il y a eu une descente lente, mais tout de même sur le taux de contamination. Je pense que le couvre-feu, on y va à tâtons. En fait, cette épidémie, on teste, on tente le coup. Il y a en tout cas une gestion différenciée du gouvernement. Cette gestion différenciée, alors qu'ils étaient contre tout début, là, on a une gestion différenciée. Donc, sur ces différents départements, attendons de voir l'efficacité de ce couvre-feu. Réaction rapide. Comme l'a dit le docteur Bronner, je pense que personne ne sait si c'est efficace. On sait. Non, mais on navigue à vue, là, alors. Comment? On navigue à vue. C'est pas ça. C'est que, oui, enfin, ça, si, on navigue à vue depuis le début. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans ce cas bien précis, le couvre-feu, en effet, semble avoir un effet sur les contaminations. Le couvre-feu en général, alors qu'il commence à 6h, 7h, 8h, peu importe. En tout cas, le couvre-feu de nuit. L'efficacité, en revanche, des 2 heures supplémentaires, là, je pense qu'elle reste à démontrer. C'est pas qu'on navigue à vue, je pense que c'est juste un coup de com' du gouvernement qui s'est senti obligé de réagir par rapport à la hausse des contaminations. Il faut bien faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose, sauf qu'effectivement, relancer un 3e confinement, c'est très, très, très compliqué. Et là-dessus, je ne vais pas blâmer le gouvernement parce que, pour le coup, pour les tas de raisons que vous avez évoquées d'ailleurs à l'instant, que ce soit pour la santé des commerces, pour la santé psychologique des Français, etc., je pense que c'est un vrai souci. Et pour ne pas être accusé d'inaction, il y a ces 2 heures en plus. Marion Pariset. C'est vrai que le confinement, le couvre-feu, justement, paraît plus logique et plus facile à faire respecter, notamment que le confinement, parce qu'on a cette période stricte où il est interdit de sortir, et notamment les périodes hors période de vacances scolaires, qui sont celles où, théoriquement, on peut encore se retrouver. Donc ça paraît être la mesure la plus simple. Après, l'avancer à 18h, à part embêter les gens un peu plus, compliquer le fait d'aller faire ses courses à la sortie du travail pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, je ne vois pas une grande différence. Bon. Et en effet, on fait un peu des tests et j'espère que ces régions-là ne se sentiront pas les cobayes de la politique du gouvernement. Merci. Regardez, on se retrouve dans quelques minutes pour reparler de ça et puis de la vaccination qui commence fort partout, sauf chez nous. 3 images de Metz, Nancy et de Reims. A tout de suite. – 20h30 sur LCI. Regardez comme le couvre-feu est respecté dans ces 15 départements où il a été avancé à 18h. Nancy à gauche, Reims à droite. Eh bien, il n'y a absolument pas âme qui veille sur ces images, à part quelques voitures de police. En tout cas, dans l'Est et dans le Grand Est, on est particulièrement civique. On vous retrouve à Nancy, Noël Lee, avec Solène Boissaille. Comment ça se passe autour de vous? Eh bien regardez, il n'y a plus personne, plus grand monde en tout cas dans les rues de Nancy. Il reste uniquement quelques livreurs à vélo et quelques rares personnes qui sont plutôt sceptiques face à ce couvre-feu anticipé, comme vous allez le voir sur ces images tournées il y a quelques minutes avec Solène Boisset. Est-ce qu'empêcher les gens de sortir à 18h, c'est vraiment utile, plus qu'à 20h ? Je veux dire, les gens qui sortent du travail, ils vont avoir des dérogations pour pouvoir sortir de chez eux et rentrer chez eux. Donc au final, moi j'ai plutôt peur que ce soit le merdier à 18h en ville parce qu'on va pas pouvoir circuler, parce que tout le monde va vouloir rentrer pour être à l'heure. Passer de 20h à 18h, c'est pas, ça m'étonnerait que ce soit quelque chose de vraiment utile pour les gens, et je pense sincèrement pas que ça va vraiment aider contre le Covid et contre la propagation du virus. Ça n'a aucune justification de mettre un couvre-feu à cette heure-ci, sachant que la journée, la population peut se balader librement. Voilà, ici dans les rues, aux alentours, il n'y a quasiment plus de voitures, même les bus continuent de circuler, mais ils sont vides. Vous l'avez donc compris, ici à Nancy, le couvre-feu est globalement très bien respecté.
Ben, on voit ça. Merci beaucoup, Noël. Écoutez ce qu'en pensait aussi le professeur Philippe Juvin hein, de l'hôpital Pompidou à Paris. Lui, il dit bah, couvre-feu, pourquoi pas, sauf qu'on ne sait pas trop, en fait. Écoutez la suite. Que le vrai sujet de toutes ces mesures de confinement, qui a montré son efficacité, hein, objectivement, il ne faut pas dire que ce n'est pas efficace, ou de limitation avec des fermetures précoces. C'est quoi? C'est qu'on ne s'est toujours pas donné les moyens en France de mesurer précisément les conditions où on s'infectait, où on s'infecte, quand on s'infecte. À partir du moment où nous sommes toujours, presque un an après le début de l'épidémie, dépourvus de ces moyens de mesure que d'autres pays ont, donc ils existent. À partir du moment où nous n'avons pas ces moyens de mesure, eh bien, on continue à fermer l'économie et la société un peu à l'aveugle. Docteur Claude Bronner, vous êtes toujours avec nous. Vous d'accord avec Philippe Juvin là-dessus? C'est qu'en fait, on n'a jamais eu de vraies études pour savoir où on s'infectait. C'est vrai qu'on ne le sait pas vraiment, mais je crois qu'il a tort quand il dit que les autres savent. On se pose toujours des questions sur les endroits où ça se passe et en fait, on reste relativement dans l'expectative. Et vous la souhaitez, cette étude, qu'elle se fasse même peut-être au niveau international, mais qu'on soit fixé? Évidemment, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont faites, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas donné les moyens de vraiment tester, regarder comment ça se passe, quelles sont les conditions où ça se fait le plus. Il y en a une il n'y a pas longtemps, dont on a pas mal parlé, mais on pourrait faire sans doute beaucoup plus et beaucoup mieux. Alors, on va aller à Reims à présent. Vous retrouvez Maureen Majac. Vous êtes avec nous. Là aussi, décrivez-nous un peu si ce couvre-feu avancé à 18h a bien été respecté, ce qui a quand même l'air d'être le cas autour de vous. Hein. Et oui, c'est le cas d'Amiens. Nous sommes devant la gare de Reims. Il y a quelques passagers qui rentrent de Paris ou de Châlons-en-Champagne. Dans l'ensemble, le couvre-feu est bien respecté à Reims. Nous avons assisté à des contrôles de police et pour le moment, il n'y a eu qu'une seule verbalisation ici, une seule personne sans attestation ni motif de déplacement valable. Alors les contrôles de police vont se poursuivre toute la nuit, bien évidemment, mais les Rémois ont du mal à comprendre que ces 2 heures ont véritablement changé. Ils s'étaient préparés à un reconfinement total. C'était d'ailleurs le souhait de leur maire, Arnaud Robinet. L'objectif ici est toujours le même, réduire au maximum le nombre de contacts, puisque dans la Marne, il y a toujours 320 personnes hospitalisées pour Covid-19, dont 23 en réanimation. Merci beaucoup, Maureen. Bon, bah, la police, elle en a chopé un qui n'avait pas la bonne autorisation et qui paye 135 € à Reims. Et merci au docteur Claude Bronner d'avoir été avec nous, président de la Fédération des médecins de France du Grand Est. La vaccination, maintenant, scandale d'État ou pas, depuis hier, on vous montre ces chiffres où on vous dit qu'aux États-Unis, ils en sont à plus de 2 millions, l'Angleterre plus d'1 million, etc. Et nous, avec nos 232, alors peut-être un peu plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous regardez ces images, ça se passe à l'Hôtel-Dieu à Paris et ce sont... non, c'est pas ça du tout d'ailleurs, là, c'est des images industrielles. Mais à l'Hôtel-Dieu à Paris, les soignants sont en train de se faire vacciner. Et puis, on a l'exemple des autres pays qui est terrible pour nous d'entendre ça. Écoutez, ce Français qui habite en Israël, il s'appelle Niki Attal et c'est le gérant d'un centre de vaccination. Sur une population, un peu moins que la France quand même, de 9 millions d'habitants, nous en sommes à 1 200 000 personnes vaccinées. Nous tournons à peu près à 150 000 personnes vaccinées par jour. Oh, voilà. 1 200 000, c'est dans les 2 semaines. Hein. Je me suis fait vacciner donc déjà à 2 semaines. J'attends la deuxième injection donc la semaine prochaine. Mais c'est 50 fois plus que l'Allemagne actuellement ou 40 fois plus que le Canada. C'est 12% déjà la population qui est actuellement vaccinée. Ça fait mal, non, ça, d'entendre ça? C'est surtout qu'on ne comprend pas cette lenteur. C'est-à-dire que nous, on est... Alors, il parlait de pourcentage. Nous, on est 300 fois moins de ce qu'on avait dit qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on avait dit 1 million pour le mois de janvier. On est à 330... Alors, peu plus de 330. On dit aussi on va rattraper, là. Mais comment on peut rattraper? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'expliquer que les généralistes seront mis dans la boucle, mais les généralistes eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent faire ou non. Et on ne sait pas... Est-ce que c'est un problème logistique? Parce que la vraie question, c'est qu'on a commandé on a les vaccins. On a les vaccins, mais c'est pas tout d'avoir les vaccins. On ne sait pas trop où ils sont.
il faut les faire, il faut les injecter, ces vaccins. C'est pas de dire, d'annoncer qu'on a potentiellement 1 million de personnes vaccinées, il faut le faire. Donc cette lenteur, elle est inexplicable. Il faut peut-être qu'on nous explique la stratégie réelle. On a un ministre de la Santé qui nous explique que c'est assumé. En plus, puis un rétropédalage de nous expliquer que finalement, on va pas faire les soignants, mais finalement, on va faire les soignants, mais les soignants de plus de 50 ans. Moi, j'étais montée au créneau en expliquant qu'il fallait absolument vacciner les soignants parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire, dire qu'il faut tout faire pour vacciner les personnes, pour éviter cet engorgement à l'hôpital et de l'autre côté, ne pas vacciner le personnel soignant qui sont les premiers au contact des patients atteints du Covid. Donc il y a quand même une difficulté inexplicable aujourd'hui. Il y a un problème de communication. Je n'arrête pas de dire regardez l'effet secondaire. Olivier Véran qui a donné son feu vert pour les soignants à partir de lundi. Mais ça commence comment dès ça maintenant. va être mis en place? On a quand même dans les hôpitaux, des soignants à tous les étages. Pourquoi on n'a pas commencé aussi à le faire? On nous explique que c'est les plus de 50 ans. Dans les EHPAD, il y a une stratégie qui a été choisie de faire dans les EHPAD les personnes vulnérables pour faire le parallèle avec les commerces et donc les personnes essentielles. Les personnes vulnérables, on choisit de les vacciner. Alors maintenant, on est très loin de cette... c'est même pas un retard, c'est carrément un bug à l'allumage. On a eu le problème des tests. On a eu d'abord les problèmes des masques, le problème des tests. Et aujourd'hui, on a le problème de la vaccination. Pour les personnes qui étaient méfiants ou avec une défiance, il n'y a rien de pire aujourd'hui que de pouvoir leur faire changer d'avis. Là, on est dans la difficulté la plus complexe. Moi, je vous fais écouter ces soignants de l'Hôtel-Dieu qui disent depuis ce matin, on croule sous les coups de fil de tous les soignants, qu'ils soient du secteur libéral ou public, qui veulent se faire vacciner, ceux qui ont plus de 50 ans. Écoutez ces témoignages à l'Hôtel-Dieu, récupérés cet après-midi. L'idée était de pouvoir le faire très très rapidement car c'est une nécessité et un besoin. Et quand je vois, on a reçu plus de 100 coups de téléphone en quelques heures de professionnels de santé qui souhaitent se faire vacciner. Donc il y a un élan vaccinal, il faut absolument pouvoir y répondre et y répondre très vite. Bon, eux, ils y vont, ils ont eu le feu vert, ils y vont, ils se vaccinent entre eux, ils ont fait un box, il y en a un deuxième qui va ouvrir cette nuit, je crois, puis un troisième, puis etc. Donc on sent que quand on vous donne le feu vert, tout le monde est prêt à y aller. C'est là le problème. Tout le monde est prêt à y aller aujourd'hui. C'est vrai que quand on en discutait il y a une semaine, on était tous restés sur l'idée des derniers sondages qui nous étaient tombés, qui disaient que seulement 40% des Français sont prêts à être vaccinés. Mais même si on prenait seulement ces 40% de Français qui voulaient être vaccinés, à l'heure actuelle, au rythme où on n'est pas prêt d'avoir ces 40% vaccinés. C'est ça la question. C'est la question de comment on va réussir à mettre en œuvre finalement cette campagne de vaccination. Et là, on a besoin de deux choses. On a besoin de la mise en œuvre logistique, parce que l'objectif de 15 millions que se donne le gouvernement 15 millions de personnes vaccinées d'ici l'été, si on prend en termes de rythme journalier, on serait sur un rythme de 90 000 par jour. 90 000 par jour, on est encore bien en dessous d'Israël. Ils en font Donc, 150 000. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est atteignable. Mais là encore, il faut passer la vitesse au-dessus. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu prendre peut-être son temps, ça c'était une interprétation de la stratégie pour essayer de calmer les Français. Bon, peut-être que ça a finalement bien marché comme stratégie, maintenant tout le monde le veut, il faut y aller. Est-ce qu'on a prévu de pouvoir mettre derrière les moyens adaptés, faciliter le consentement? C'est très bien que les médecins y aillent. Les médecins ont déjà des facilités pour pouvoir donner le consentement. Tout le monde sait que normalement, le consentement éclairé, ils devraient l'avoir. Et ensuite, les gens qui viennent se faire vacciner, et ensuite, ils ont aussi un rôle en termes d'influence sur leurs patients et de signal en fait positif vis-à-vis de l'ensemble de la population. En ce sens-là, il faut accélérer. Hélène Rossineau, docteur Hélène Rossineau, merci d'être avec nous, médecin spécialiste de santé publique. Vous les avez vus, c'est vos confrères à l'Hôtel-Dieu, bonsoir, en train de se faire vacciner en masse dès qu'ils ont eu le feu vert d'Olivier Véran. Ça avait commencé dès vendredi au CHU de Nancy, où là, ils n'avaient même pas attendu le feu vert de l'État, où ils se vaccinaient les uns et les autres. Pour vous, c'est incompréhensible ce qui se passe actuellement ou ça peut s'expliquer ? Moitié-moitié. En fait, je dirais qu'une partie du retard et une partie du manque de communication est incompréhensible. On est très mauvais en communication depuis le début de cette crise. Madame Alamni, je le dis juste avant, on s'est raté absolument sur tous les sujets en communication. Malheureusement, les vaccins ne font pas exception.
On a dans notre stratégie, si on peut l'appeler comme ça, décidé, nous, en tant que pays, de commencer par les EHPAD et en fait de commencer donc par le fait que le vaccin va aller vers des lieux avec très peu de personnes quand même qui vont se faire vacciner. Beaucoup d'EHPAD ont 50, 60, 70 résidents. C'est pas énorme. Or, vous le savez maintenant, le vaccin doit se conserver à des températures très très basses. Et donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a ces fameux 5 jours entre la consultation pré-vaccinale et l'arrivée des vaccins. C'est parce que le vaccin peut rester maximum 5 jours entre le moment où il part du congélateur et le moment où il est injecté. Donc, on a choisi quelque chose de compliqué logistiquement à faire. Les autres pays qu'on voyait, que ce soit l'Allemagne ou Israël, ont choisi de faire des centres de vaccination. C'est logistiquement beaucoup plus simple. Donc il y a quand même cette question-là. Là, c'est une question vraiment de stratégie politique. Par contre, vraiment, le manque de communication est incompréhensible. Oui, mais il y a aussi, pardonnez-moi, que nous aussi, on a dit cocorico, nous, on ne fait pas comme les autres parce qu'il faut avoir l'entretien préalable avec le médecin, un premier entretien, un deuxième, je ne sais pas combien, ça dure 4 jours apparemment, et on est très fiers de ça. Alors, il faut effectivement avoir une consultation pré-vaccinale, mais ce qui a été fait dans les EHPAD, ce n'est pas une consultation avant et ensuite on donne le vaccin seulement 5 jours plus tard. Là, c'est vraiment une question de logistique. La personne peut changer d'avis quand on lui amène son vaccin quelques jours plus tard. C'est pour commander le bon nombre de doses. Parce qu'au lieu d'avoir fait des flacons monodoses, avec une seule dose à l'intérieur, c'est des flacons avec 5 doses. Or, une fois qu'on les sort du frigo, enfin du congélateur plutôt, si jamais, par exemple, on a 6 personnes dans l'EHPAD qui ont dit qu'elles voulaient être vaccinées, on a besoin de 2 flacons. Il y a 4 doses en l'air. Donc, c'est vraiment une question de logistique pure. On les précommande, en fait. Ouais. On pourrait faire cette consultation juste avant, mais c'est passionnant ce que vous nous dites, mais ça paraît fou, quoi. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Moi, je vous fais écouter Philippe Juvin qui dit on est sur la tête. Il faut aller vite, tout de suite, maintenant. Écoutez-le, pardon. Le vrai sujet, c'est comme je le disais, il faut reprendre le contrôle de la situation. Il faut aller beaucoup plus vite sur la vaccination de toute la population. Commencer évidemment par les fragiles, mais pas seulement les fragiles des EHPAD, les fragiles en général. Quand vous êtes chez vous, vous êtes diabétique, vous êtes fragile, donc il faut vous vacciner. Les professionnels de santé, pas seulement les hospitaliers, et pas seulement les plus de 50 ans, tout le monde. Ça, il faut faire ça très vite. Ce que font les Allemands, ils sont à plusieurs dizaines de milliers de vaccinations. Plus de 130 000, oui. Et voilà, c'est quelque chose, moi, que je ne comprends pas. Pourquoi sommes-nous toujours en retard ? Émeric Caron, on vient d'entendre le docteur Hélène Rossignol nous expliquer très concrètement, et c'était passionnant, pourquoi on fait comme ci, comme ça. Est-ce qu'on a les moyens encore de faire ça? C'est surtout que je crois qu'au moment où nous nous parlons, on n'a pas le choix, parce que je crois que les choses ont été engagées d'une telle manière, et là, ils sont en train d'essayer au gouvernement de rattraper. Mais à partir du moment où les choses ont été organisées d'une telle manière, on ne peut pas en 24 heures organiser. Parce que, une fois de plus, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler cette semaine déjà. Initialement, le gouvernement, me semble-t-il, lorsqu'on relit tout ce qui s'est passé depuis 15 jours, avait plutôt tablé sur un début réel de vaccination mi-janvier. Et s'est senti sous la pression en voyant qu'il y a des tas de pays où tout le monde vaccinait à fond les ballettes et les manettes. Et donc, ils se sont dit, mais on a un souci, parce que là, les Français vont vraiment commencer à penser que nous, en France, on est incapables et qu'on ne sait pas faire. Donc, je pense qu'ils ont... Ce qui a été fait en urgence, c'est que ce qui a été planifié, je veux dire de manière très tranquillou, c'est le calendrier des vaccinations, plutôt mi-janvier, et que... Quand ils ont vu qu'en termes de com, c'était assez pénible pour la France, pas tenable, ils ont essayé d'organiser quelque chose en urgence. Mais ce que disait le docteur Rossignol est passionnant. En effet, c'est-à-dire que l'histoire des 5 doses, c'est pas tenable par rapport aux EHPAD aujourd'hui. Ça marcherait effectivement avec des grands centres de vaccination où là on vaccine à l'appel, on s'en moque parce qu'on sait que les 5 doses vont être utilisées. On ne va pas mettre à la poubelle 3 doses de vaccin tellement il y en a qui demandent. On ne peut pas, à partir du moment où ces vaccins sont une denrée rare et précieuse, dingue. On ne peut pas gâcher 3 ou 4 doses, c'est absolument impossible. Et c'est là qu'il y a une incohérence. Ceci dit, de la part du fabricant aussi, c'est-à-dire que je ne comprends pas que le fabricant n'ait pas lui-même pensé à avoir des monodoses. Enfin, c'est un truc... mais là, on donne surtout l'impression qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire que là, on est en train d'expliquer aux Français, moi je suis choquée d'apprendre que des doses, on les met à la poubelle, alors que le Royaume-Uni, justement, a une stratégie différente parce qu'ils n'ont pas assez de vaccins. Et justement, ils sont en train de... Personne n'en a assez. Donc la vérité, c'est que... Je n'ai pas entendu qu'ils les mettaient à la poubelle, justement. Non, mais on ne peut pas les utiliser parce que justement, dans les EHPAD, c'est le consentement qui pose le problème. J'ai compris justement que parce qu'il ne s'agissait pas de les mettre à la poubelle, c'est ce que j'ai compris, mais il faudra demander au docteur Rossignol, eh bien, on essayait, ça prenait d'autant plus de temps pour trouver tous les patients
qui acceptent bien de se faire vacciner de manière à ce que les 5 doses ne soient pas gâchées. La vérité, c'est qu'il y a une lourdeur, une trop grosse lourdeur. Et comme on a eu des centres Covid pendant la première vague, on a vu que des centres médicaux s'étaient transformés en centres Covid. Pourquoi on ne mettrait pas en place des centres de vaccination, vous voyez, le Covid, le dépistage, le test. Donc il faut qu'il y ait on est en train de changer là-dessus. On est en train de changer, sauf qu'on est en train de changer sur une campagne qui doit être massive. Rappelons quand même aux Français que c'est la seule solution pour sortir de cette pandémie qui est mondiale, parce qu'aujourd'hui, on a les vaccins. Et encore une petite pas d'avoir remarque. les vaccins, il faut les vacciner, les Français. Petite remarque quand même aussi sur un sujet qui est annexe, mais pas tant que ça. C'est quand même assez surréaliste que vous montriez des images de soignants en train de se faire vacciner, même si sur le principe on le comprend tout à fait, c'est tout à fait légitime. Hein. C'est vrai que le fait qu'ils étaient oubliés, ça c'est quand même un peu problématique. Mais on ne comprend pas. Il y a un ministre qui donne des règles, qui dit voilà, les plus de 50 ans, alors après on peut la contester, ça commence lundi. Et là, moi je n'arrive pas à comprendre comment justement des soignants entre eux peuvent décider. Non, ils ont eu le feu vert de Véran. Je vous ai montré le tweet tout à l'heure, qui a fait un rétropédalage en disant vous pouvez y aller. Alors non, c'est à partir de lundi. Mais oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est pour ça. Mais dès vendredi, le CHU de Nancy s'y mettait aussi. Mais avouez quand même que dans notre on va pays, pas aller en prison. Alors on y va. Dans notre pays, à haute teneur de complexité administrative, comment se fait-il, et justement c'est l'un des soucis qu'on a aujourd'hui pour vacciner tout le monde, comment se fait-il que des soignants peuvent se soigner entre eux si ça n'est pas dans le protocole établi par le gouvernement? Surtout qu'il y a un cahier des charges. Je le dénonce pas, hein. Je le dénonce pas, je les comprends. Vous avez raison, pose juste la question. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a un cahier des charges extrêmement contraint où on doit prendre l'identité de la personne qui se fait vacciner, l'identité du soignant qui vaccine, et donc tout cela est dans une feuille de route très suivie et tracée par le... Donc moi, je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai une question, et je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous avez raison. Comment les soignants, se fait-il que les soignants... Donc on décide comme ça, t'as une place pour moi, oui, viens. Alors que tout cela est suivi. Non mais c'est fou. Avouez que c'est fou dans le contexte. Il y a le président de l'Ordre des médecins qui dit qu'il a appelé ce matin l'Hôtel Dieu pour savoir s'ils avaient des doses et qui est venu cet après-midi se faire vacciner. Mais comment ils ont eu les doses? C'est la question. Mais oui. Comment ils ont eu les doses? J'en sais rien. C'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Je vais vous faire écouter un ancien directeur de l'Institut Pasteur, professeur émérite, lui aussi. Il trouve ça hallucinant ce qui se passe en ce moment. Je pense que le fond du problème, c'est la logistique. Il y a un problème de logistique et peut-être un problème de pénurie à cause de choix stratégiques qui ont été pris, peut-être. Et donc, c'est absolument incompréhensible. Et ça, je partage l'opinion que c'est incompréhensible actuellement qu'on n'arrive pas à vacciner quelques centaines de milliers alors que l'on aurait les doses. Voilà. Docteur Hélène Rossineau, vous êtes toujours avec nous. C'est vrai qu'on vous a suivi avec passion. Est-ce qu'à votre... est-ce que vous en savez, dans l'information que vous avez, on a déjà dû jeter des doses de vaccins parce que c'est comme ça, il n'y avait pas assez de clients d'EHPAD pour les recevoir? Alors, je n'ai pas reçu de témoignages dans ce sens et sincèrement, je n'espère pas. Je pense plutôt, étant donné qu'on peut aussi vacciner le personnel des EHPAD dans les personnes qui sont à risque, qu'au contraire, on a cherché dans ces EHPAD à faire en sorte que les doses soient attribuées et à ne pas les gâcher. Je pense que tout le monde a conscience qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une denrée rare et que ça n'a aucun sens de jeter ce vaccin, quitte à ce que parfois les protocoles soient un peu plus, soient un peu maltraités, on va dire. Mais dans ce que j'ai entendu avant, pardonnez-moi, mais c'est un bazar sans nom. Oui, voilà. On a quand même appris aujourd'hui qu'on pouvait se faire vacciner à l'Hôtel Dieu. Personne n'était au courant avant que Patrick Bouet, le président de l'Ordre des médecins, poste la photo de lui torse nu avec la piqûre dans le bras. Donc c'est comme ça que tout le monde a téléphoné. Personne ne sait où se faire vacciner, même lundi. Est-ce que vous savez qui a donné l'autorisation? Non, je ne sais pas. Et comment ils ont eu les doses? Vous savez comment ils ont eu les doses? Les doses de vaccin? Non, là il va falloir inviter. Tout est verrouillé et tout est... Il faut inviter directement le ministre. Parce que là, bientôt, on va avoir un marché noir du vaccin. Ça, vous savez qu'il y a déjà des gens qui disent « je veux bien payer pour me faire vacciner », par exemple. Ça existe, ça. Voilà, la traçabilité est quand même extrêmement importante, vous l'avez dit avant. Et je plaisantais un peu, j'en rajoutais sciemment. Je m'en doute, monsieur Caro. Mais la traçabilité est importante même pour les effets secondaires. C'est pour ça que même quand vous parliez des soignants qui se vaccinent les uns les autres, c'est toujours sur prescription et il faut toujours garder, bien entendu, le numéro de lot, etc. parce que c'est très suivi. Donc, c'est extrêmement important. Même s'il y a des entorses au protocole, quoi qu'il arrive, ça, on ne peut pas transiger sur la traçabilité. Bien sûr. Mais derrière les couacs du gouvernement, il faut aussi voir une autre faille du raisonnement qui a été de
planifier aussi notre campagne de vaccination sur le vaccin de Sanofi qui est retardé. Aujourd'hui, là, ça vient en plus un peu questionner ce que Macron a dit dans son discours pour le réveillon, parler de donner un cap pour 2030. On a eu un plan de relance pour l'investissement à la rentrée pour lutter contre le Covid. On a eu plein d'initiatives qui sont dans en tout cas de discours, si ce n'est d'initiatives, dans une logique de réinvestir sur la France. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas loupé le coche sur l'investissement sur le vaccin pour qu'on arrive à avoir ce retard, à planifier notre campagne dessus et à se retrouver à rattraper un peu notre erreur en étant obligé finalement de s'approvisionner d'autant plus dans les vaccins. Mais alors, c'est pas tout. Regardez, Frédérique Vidal, elle est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, elle est biochimiste elle-même. Regardez ce tweet qui paraît un peu incompréhensible, qu'elle a posté aujourd'hui. Plusieurs vaccins sont encore en cours de développement. La France n'est pas en retard. Ah bon? Elle a fait le choix d'utiliser, de préparer des vaccins dont la diffusion et le partage pourraient être plus larges que les vaccins actuels. Oui. Le vaccin est un bien universel. Oui, bien sûr. En gros, elle nous donne l'impression d'attendre le vaccin Pasteur-Sanofi. L'intérêt d'attendre ce vaccin, c'est normalement, si je ne me trompe pas, c'est un vaccin qui sera plus facile à conserver, qui ne nécessitera pas de brio à moins 80 degrés et qui du coup sera plus facile à avoir chez les généralistes. On n'attend pas le Sanofi. Et du coup, à pouvoir vacciner très largement. On a le Moderna qui va arriver en janvier, on attend l'autorisation. Qui est à moins 20 le Moderna, c'est ça Moins 20. Moins 20, il se conserve à moins 20 degrés, donc c'est un simple congélateur, c'est plus simple. Oui. En tout cas, il y a des choses importantes. Mais il n'y a pas de... Je ne pense pas, pour répondre, je ne pense pas qu'il y ait là-dessus, que la France peut être prise en défaut sur ce point de est-ce qu'on n'a pas assez investi sur les... Parce qu'en réalité, ça s'est joué au niveau européen. Il y a des centaines de millions de doses qui ont été commandées par l'Union européenne et qui ensuite ont été réparties entre les États en fonction de leur population. Et la France, de mémoire, je crois que c'est 15% des vaccins. Donc voilà, ensuite, il y a un calendrier d'acheminement. Est-ce qu'on ne veut pas favoriser, au nom d'un quelconque nationalisme, d'attendre notre vaccin de Sanofi Pasteur? Le gouvernement, là, sur cette vaccination, le gouvernement a voulu s'en sortir seul. Oui. Je rappelle quand même qu'il y a des départements, il y a la région, alors en l'occurrence la région Île-de-France, qui a fait une offre de service en disant on est prêt. Moi, je suis vice-présidente en charge de la santé, je forme les infirmières dans les instituts de formation. Donc, on a la possibilité d'aller encore plus loin. Ce que vous aviez fait pour les masques, notamment. Et puis pour les tests, on a formé 2000 personnes, justement, avec des barnums aux abords des gares, aux abords des centres commerciaux. Donc, on a été dans la possibilité d'être aussi fort de proposition. Mais là, sur le vaccin, c'est non. On n'a pas eu de réponse encore. C'est-à-dire qu'on a fait une offre de service. Je pense que le gouvernement va changer d'avis, en tout cas je l'espère, pour aller plus vite, parce que si on veut une politique massive, on en est aujourd'hui très loin. Sauf que je pense que ça pose une question de constitutionnalité, j'en suis pas sûr, je ne suis pas juriste, par rapport à la question de l'égalité de chaque citoyen devant le risque sanitaire. Vous savez, pour les masques, on n'a pas attendu la légalité. Oui, mais c'est différent. Si les masques, si la région n'avait pas été présente, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison sur les masques, sauf qu'un vaccin, surtout dans le contexte actuel, c'est quand même autre chose. C'est une protection. Nous, on propose d'aider. Bien sûr. Non, mais si tout à coup, certaines personnes qui habitent certaines régions sont avantagées par rapport à d'autres Français qui habitent d'autres régions, parce qu'il y a juste des vaccinations locales, ça pose la question de l'égalité devant la loi. Oui, mais nous, on parle d'efficacité. Mot de la fin au docteur Hélène Rossineau. Vous avez entendu ce qu'on disait sur le vaccin Sanofi Pasteur. Est-ce que le gouvernement serait tenté d'attendre un vaccin national ? Moi, j'ai été très choquée par ce tweet cet après-midi. D'ailleurs, j'ai réagi sur ce tweet. J'ai espéré qu'il ait juste été mal formulé et que soit la ministre, soit son community manager se soit planté sincèrement dans la rédaction du tweet, parce que c'était soit très maladroit de vanter les capacités de la France à faire des vaccins alors qu'on est quand même extrêmement en retard, soit ça dit très clairement qu'on attend un vaccin français et là c'est intolérable. On a un vaccin à l'heure actuelle qui est efficace à 95%, on ne peut pas se payer le luxe d'attendre. Ça, c'est clair. Après, je vous ai entendu, effectivement, la France a des capacités de recherche. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu rattraper en 6 mois 20 ou 30 ans de négligence de financement de la recherche française. Malheureusement, même si on avait mis tout ce qu'on avait là-dessus, ça fait tellement d'années que la recherche française souffre que, bon, ça me semble quand même assez difficile.
Mais après, Monsieur Caron, c'est vous qui l'avez dit, je crois, il y a quand même pour moi une erreur de l'Union européenne dans les dates de commande. D'ailleurs, le directeur de BioNTech l'a dit, l'Union européenne a commandé 300 millions de doses de vaccins en novembre, alors que les États-Unis ont commandé 600 millions de doses en juillet. Et d'ailleurs, ils se retrouvent maintenant à devoir mettre une usine, en ouvrir une en février pour rattraper la cadence, parce que l'Union européenne s'attendait à ce qu'il y ait d'autres vaccins. Vous avez raison, ça n'explique pas le décalage entre l'Allemagne et la France, ceci dit. Ben, vous avez vu qu'il va y avoir une deuxième unité en Allemagne, justement. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, d'autres infos et on se retrouve dans un instant, juste après, à 22h. À tout de suite.